Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Des centaines d'hectares de forêts qui disparaissent chaque année, une baisse de la pluviométrie à hauteur de 22% depuis les années 1970. C'est dans ce contexte que la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin dernier s'est déroulée au Mali. Pour en parler, nous avons un thème pour ce grand dialogue environnement au Mali. Qu'est-ce qui se fait réellement? Abdourahmane Démé, qui représente l'Agence de l'environnement et du développement durable, Mahamadou Maïga du réseau Climat Mali et Dr Sidi Lamine Bagayogo, spécialiste des questions environnementales, sont nos invités. Je suis Mouhamadou Touré, bienvenue à tous. Le Grand Dialogue. Comment se porte le contexte environnemental du Mali, Mahamadou Maïga, aujourd'hui? À définir le contexte environnemental du Mali d'une façon générale, on dit tout simplement ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans les contextes qui nous intéressent, c'est portant. Je dirais sur les questions de nature. Puisque le thème de cette année, c'est la biodiversité. C'est ça. C'est effectivement que l'environnement se porte mal. Le cadre de vie des populations se porte très mal. C'est là, à travers, les activités essentiellement menées par des hommes et qui doivent avoir des solutions le plus vite que possible afin que nous soyons en conformité avec ce que nous avons pris comme engagement au titre des différentes conventions, surtout la convention sur la diversité biologique. Docteur Sidi Lamine Bagayogo, êtes-vous d'accord avec M. Maïga que... Absolument. Je vais seulement dire que comme partout dans le monde, le contexte environnemental se porte mal. Donc le Mali ne fait pas exception. Malgré les dispositions, les sensibilisations, nous voyons toujours qu'il y a de plus en plus de pollution. Ça, c'est dans le cadre urbain. Dans le cadre rural, nous voyons que le débit de l'hivernage partout est pratiquement perturbé. Même les paysans, les cultivateurs, sachant d'habitude avec des signes que c'est le début de l'hivernage, sont pratiquement désemparés car ne sachant plus exactement quand est-ce que commencer exactement les travaux, ou quand on commence les travaux, on voit qu'il y a des pluies qui s'arrêtent, donc il y a des semences qui sont détruites. Donc on voit vraiment que nous sommes dans un contexte difficile, détérioré dans ces dernières années chez nous au Mali. Abdourahmane Démé, votre avis là-dessus? Je suis tout à fait d'accord avec les autres. Et l'environnement a subi beaucoup d'agressions de toutes parts. Agression d'abord climatique, il faut le reconnaître. Changement climatique oblige, sécheresse, désertification. Mais il faut le dire très clairement, il y a une agression anthropique. Cette pression anthropique est bon an, mal an, et nous amène à une dégradation accélérée des ressources naturelles, à une déforestation, à une perte de la biodiversité. Puisque tous les corps de métier confondus vont se rabattre effectivement sur les maigres ressources que nous avons comme capital, et c'est une espèce de dépendance collective à quoi on assiste. Agression également animale, ça ne se dit pas très souvent, mais cette agression du bétail domestique vis-à-vis des peuplements forestiers, vis-à-vis des pâturages, vis-à-vis des zones de culture, entraîne également son corollaire de conflits, et entraîne, puisqu'on l'a dit, puisque cette année c'est la biodiversité qu'on veut célébrer, cette cohabitation animaux domestiques avec vie sauvage, donc avec la faune et son habitat, entraîne par surcroît l'émergence de certaines maladies qu'on appelle les zoonoses, qui en réalité amènent cette situation de virus égale à Ebola et égale au Covid-19. Aujourd'hui, quand vous dites biodiversité, est-ce que vous pouvez expliquer aux Maliens lambda aujourd'hui, quand on dit que le thème c'est la biodiversité? La biodiversité, il s'agit de quoi concrètement?
La biodiversité, en termes simples, est la diversité biologique dans son ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la faune et son habitat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les êtres humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les peuplements forestiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les paysages agraires. C'est cet ensemble qu'on appelle la biodiversité en termes d'interaction entre les différents éléments. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, biodiversité voudrait, dans l'autre sens, pour les grands spécialistes, et nous amener vers ce qu'on appelle la gestion de la vie sauvage, donc la faune et son habitat, comment les gérer par rapport à tous ces règnes. Quand on dit faune, faune ne s'arrête pas seulement aux grands mammifères, la faune va jusqu'aux insectes, etc., etc. Parce qu'il y a l'ictiofaune, il y a l'avifaune, etc., etc., les oiseaux, c'est tout cet ensemble-là qui est... Et on va y revenir sur le problème qui existe au niveau de cette coexistence, cohabitation entre ces différentes espèces. Mahamadou Maïga, vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est dans un contexte difficile et vous l'avez même dit, rien ne va dans la situation environnementale du Mali. Alors, qu'est-ce qui se fait concrètement par rapport à la protection de l'environnement au Mali? Qu'est-ce qui se fait concrètement au niveau du Mali dans le cadre de la restauration et la reconstitution de la diversité biologique? Nous savons que d'abord, il faut quand même situer un certain nombre de choses. Et le Mali est partie signataire de la Convention de la diversité biologique. Et il l'a ratifié en 1995. Et suite à ça, je crois, les spécialistes là, de l'AEDD, le Mali a aussitôt élaboré ce qu'on appelle sa stratégie nationale en matière de diversité biologique, assortie d'un plan d'action. Et donc, dans cette stratégie, comment ça s'appelle, pour assortir de plan d'action, les soucis majeurs du Mali étaient de pouvoir se donner les capacités, de pouvoir léguer aux générations futures un patrimoine biologique consolidé. Et donc, c'était fait, je crois, et peut-être que monsieur de l'AEDD est beaucoup plus à même de donner des indications plus appropriées. Et depuis lors, je crois, le Mali a quand même eu à mettre en œuvre un certain nombre de projets, qui effectivement convergent avec ces soucis majeurs, notamment la restauration des terres, notamment comment s'appelle la protection des animaux tels que les éléphants, les gourmands, également beaucoup d'autres choses. Mais c'est là, malheureusement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que, au regard de la réalité, nous voyons ce qui se passe au Mali. Le cadre de vie des populations est malheureusement très, très, très touché. Et cela veut dire tout simplement qu'il y a quand même un déficit dans la volonté de pouvoir restaurer cette diversité biologique. Donc, pour moi, au niveau de la société civile, tout en sachant que ça ne va pas, qu'il y a des efforts fournis, nous disons qu'il y a beaucoup qui doit rester. Et à commencer par le fait que le Mali est un signataire d'ailleurs de la Convention. Et vous savez que très rarement, les négociateurs maliens participent aux différentes négociations. Ça, c'est très dommage. Et selon mes informations, le Mali même est en retard sur ses cotisations. Donc, il est important qu'un certain nombre d'aspects et de capacités soient donnés à l'État pour pouvoir répondre à ces déficits-là, à ces problèmes. Certains pensent qu'il y a plus de discours que d'actions. Est-ce votre avis, Dr Sidi Lamine Bagayogo? Oui, malheureusement, comme c'est dans tous les domaines, mais dans l'environnement, c'est beaucoup plus grave. Comme je vais aborder dans le sens de M. Démé, comme il disait en parlant de la biodiversité. La biodiversité, je vais conclure ce qu'il a dit, en concordance d'ailleurs avec ce qu'il dit, que la biodiversité n'est pas autre chose que de dire en français simple que nous avons un avenir en commun. Que vous soyez humain, animal ou autre chose, notre environnement, c'est fait pour nous, donc c'est fait de sorte que nous puissions vivre ensemble et que nous puissions comprendre que nous avons un avenir en commun
l'un et l'autre. Nous devrons marcher, nous ne devrons pas détruire ni l'un ni l'autre. Donc moi je pense par exemple que depuis des années, le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, je crois très bien, si je ne me trompe pas, M. Démé peut-être va me corriger, donc on avait dit qu'il faut renforcer et protéger la gestion durable, n'est-ce pas, des ressources biologiques, de renforcer les capacités humaines pour protéger l'environnement, valoriser les connaissances locales, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, comme nous disons, nous sommes peut-être butés, moi je ne peux pas parler à la place des responsables politiques, peut-être aux questions de moyens toujours. Et ce que nous devrons savoir, ce qui est plus important, c'est de savoir qu'il faut agir aujourd'hui et tout de suite. Parce que c'est l'environnement qui nous nourrit, c'est l'environnement qui nous protège, c'est l'environnement qui nous soigne. Donc notre tout, c'est l'environnement. Donc nous devrons agir tout de suite. Tous ceux qui sont en termes de plan stratégique de l'environnement doivent être mis en place. Mais ça ne doit pas être seulement dit sur des chaînes de télévision, des chaînes de radio ou dans les journaux, mais ça doit être mis en application. Sensibiliser, c'est très bien, mais on doit même peut-être mettre des lois en place pour dire que celui qui enfreint l'environnement de cette manière doit être aussi sanctionné. C'est de cette manière qu'individuellement et collectivement, nous pourrons sauver notre environnement. En réalité, comme je le disais, j'avais déjà effleuré le sujet en disant que, par exemple, le fait d'avoir une atmosphère, un air purifié dans les milieux urbains, ça n'existe pas. Donc, dans les milieux ruraux aussi, le fait aussi de protéger et de préserver la biodiversité, par exemple, avec les ressources biologiques locales, ça ne se fait pas parce que le plus grand problème de nos paysans, c'est aujourd'hui, c'est quoi? C'est les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Peut-être c'est bien, on dit que les organismes génétiquement modifiés, par exemple une semence de mil qui peut prendre 4 à 5 mois, quand on a les OGM, ça peut, en 3 mois seulement, on peut avoir, n'est-ce pas, de bonnes récoltes. Ça, c'est un côté positif, mais il y a un côté très négatif. Le fait que les paysans ne peuvent pas avoir leurs propres semences, ça, c'est absolument d'enfreindre, n'est-ce pas, la continuité de la biodiversité, parce que ça contribue, n'est-ce pas, à la disparition même de certaines ressources locales, ou même, on peut dire, de certaines ressources qui sont propres à certains milieux. D'accord. Abdraman Démé, aujourd'hui, pourquoi les actions ne sont pas à la hauteur des enjeux, comme l'estiment certains? Bon, on peut le voir comme ça. Et c'est vrai, si on fait une analyse en profondeur, on voit que les actions n'ont pas suivi les politiques. Ça veut dire quoi en français? C'est que déjà le Mali, en adhérant à la gamme de conventions internationales, dont notamment les 3 conventions de Rio, changement climatique, biodiversité chez CERES, a déjà eu des instruments, a mis en place des instruments pour pouvoir gérer au mieux les capacités de gestion durable des terres, des forêts, des aires protégées, etc., etc. Et cela est louable. Mais comme quelqu'un le disait tout à l'heure, l'argent, c'est le guerre. C'est le nerf de la guerre. Et en ce moment, pour mettre en œuvre toutes les mesures adéquates de protection de l'environnement dans son entièreté et dans son effectivité, cela demande suffisamment de moyens en ressources humaines, moyens financiers, moyens logistiques, etc., etc. Si on s'en tient déjà à ce que mon camarade vient de dire, qu'au niveau du monde rural, les dernières reliques sont en train de partir et que les espèces en voie d'extinction sont dans cette situation de dépression terrible, on peut reconnaître également que c'est tout simplement que le développement rime toujours avec une destruction de l'environnement.
je me résume. Donc on ne peut pas se développer sans détruire l'environnement. Dans un sens. Par exemple, si vous prenez l'agriculture, l'agriculture participe en partie à la destruction de l'environnement. Pour cultiver, il faut couper les arbres. Et si vous coupez les arbres, vous créez des îlots de désertification si vous n'arrivez pas à gérer au mieux votre intensification agricole dans ce sens. Donc, la destruction des arbres va entraîner fortement une forme de paupérisation des populations, puisque les populations rurales tirent toutes les forêts. Il a dit tantôt, les plantes médicinales viennent de la forêt, les objets usuels viennent de la forêt, mortiers, pilons, etc. Et plus la population s'accroît, plus le risque est grand, comme le disait Malthus à son temps, qu'il y aurait un déséquilibre entre ces deux éléments. C'est pourquoi on parle de biodiversité. Il a dit, c'est le vivre en commun. Logiquement, Dame Nature a bien fait les choses. Donc, quelque part, tant que l'équilibre est là, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire qu'il n'est pas possible de protéger l'environnement si sans il est développement, toujours possible de protéger l'environnement au niveau d'abord individuel, plus tard au niveau collectif et au niveau communautaire international. Et si nous nous focalisons simplement sur le niveau international pour dire que c'est eux qui doivent nous apporter toutes les solutions faites, on est en train de se gourer. Chaque pays, en tout cas chaque régime qui est passé dans ce pays a eu son lot de préservation des ressources naturelles. Autant de Mourbo, c'était Djirnintourou, c'était vraiment une maison, un arbre. Autant de Moussa, tout le monde savait très bien ce qu'on faisait. Les feux de brousse étaient interdits. Il y avait les bosquets villageois un peu partout. Bon, mais tout dépend. La conscientisation, comme quelqu'un l'a dit aussi, il faut que les gens prennent conscience qu'ils sont en train de détruire eux-mêmes leur capital. D'accord. Êtes-vous d'accord avec M. Démé? On ne peut pas faire face, on ne peut pas se développer sans détruire l'environnement. Je ne dirais pas qu'il ne peut pas se développer sans détruire l'environnement. Mais quand même, il y a des, comme ils l'ont dit, au Mali, la pauvreté est d'une profondeur immense. Et de sorte que les hommes et les femmes sont obligés de surexploiter les ressources biologiques pour pouvoir répondre, comment ça s'appelle, à leurs besoins. Donc, il y a un certain nombre de facteurs, il y a un certain nombre d'obstacles qui vont contre la bonne gestion des ressources biologiques. Si on ne trouve pas de solutions à ces facteurs-là, à ces obstacles-là, il est impossible de pouvoir répondre à cet idéal. Et je dirais donc, parmi les obstacles, je dirais il y a les conflits fonciers, il y a l'insécurité foncière, l'insuffisance de l'État, l'insuffisance des moyens de l'État pour assurer la surveillance et la gestion appropriée des ressources. Les coupes abusives de bois, qui donne l'autorisation? Normalement, ça doit être le service des eaux et forêts, mais à vous de nous dire qui donne. Je ne sais pas. Les populations, ceux qui coupent, ne vont pas couper d'eux-mêmes. Ils ont toujours, comment ça s'appelle, un permis de couper. Et ce permis de couper est bien donné, comment ça s'appelle, par des forestiers. Cependant, quand on en parle, les forestiers vous diront non. Vous êtes au courant de ça, Démé? La EDD est au courant de ça? Oui, les eaux et forêts donnent effectivement les permis de coupe, mais dans une proportion qu'on peut vous expliquer. Okay, on va y revenir. Et donc, pour finir, il s'agit également de trouver, comment ça s'appelle, des solutions aux besoins des populations. Voilà donc, je crois, ces facteurs-là, si ces obstacles-là sont efficacement combattus, il est possible de développer sans pourtant détruire. C'est-à-dire détruire, quand tu vas couper l'arbre pour faire un aire de culture, les moyens sont là, les politiques sont là, qui vous sont dites pour pouvoir résorber ce que vous avez coupé. Il suffit de planter. Il faut planter. Si vous coupez là, il faut planter ailleurs. Ça peut empêcher. D'accord. Destruction de l'environnement et développement, le lien existe-t-il? Absolument, depuis toujours, parce que lorsque nous savons que lorsque nous abîmons notre écosystème, le monde naturel qui nous entoure, nous faisons tort à nous-mêmes. Donc nous courons à notre propre risque. Donc c'est sûr
de tout le temps, mais maintenant ça devient de plus en plus grave. Donc, c'est ce qu'on avait pensé au début. C'est pour cela qu'il a dit, d'un côté, c'est ce qu'on avait déjà pensé, que l'industrialisation va avec la destruction de l'environnement. Mais est-ce que c'est une destruction sans retour? On dit non. C'est pour cela, dans les 10 dernières années, on a parlé de transition écologique, transition énergétique, tout cela. Pourquoi? C'est pour cela, d'ailleurs, les ODD, on parle des objectifs de développement durable. Donc, si nous voulons continuer à vivre longtemps, si nous voulons léguer, nous autres déjà, nous avons vécu plusieurs années, nous laissons cet environnement, la planète, à nos enfants et nos petits-enfants. Si nous voulons léguer la planète, l'environnement aux générations futures, nous devrons savoir que nous n'avons pas de choix. C'est le développement industriel ou pas qui doit rimer avec développement de l'environnement, sa protection de l'environnement. Ça, c'est impératif, comme il a commencé de dire. Par exemple, sur le plan agricole, ça me tient beaucoup au cœur parce que je suis souvent dans le monde rural. On voit plusieurs ONG aujourd'hui, ils viennent avec plusieurs méthodes. Par exemple, les paysans, on les encourage à fabriquer, à produire le compost dans leurs champs. N'est-ce pas? Ça, c'est une chose. Mais d'autres choses, on dit, comme on sait de tout le temps, que ce soit agriculture familiale ou agriculture extensive, il faut couper le bois. Il a absolument raison. Mais on dit, il faut toujours laisser quelques arbres à l'intérieur. C'est ça qui fait même que l'humidité reste dans les champs. Donc ça encourage, c'est un premier pas. Mais un autre pas, c'est quoi? Que ce soit, par exemple, l'agriculture dans d'autres sens, c'est-à-dire l'élevage extensif, qui demande beaucoup d'eau pour notre consommation de viande. Ça demande extrêmement d'eau, par exemple, pour le bétail. Donc, ça produit beaucoup d'énergie. S'il faut garder, par exemple, les carcasses de viande pour les conserver dans le froid, ça c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de gasoil et de carburant. La consommation, les engrais, tout le monde sait que les engrais et les pesticides, par exemple, pour nourrir les champs, que ce soit pour les êtres humains ou que ce soit pour les animaux. Donc, on sait que toujours il y a des particules de ces pesticides qui restent dans l'environnement et ça contribue à la destruction de l'environnement. Qu'est-ce que nous devrons proposer? C'est quoi? Chaque fois qu'on a des grandes idées de développement industriel, que ce soit agricole ou autre chose, il faut à côté, n'est-ce pas, ou parallèlement, que nous fassions exactement la même chose, un retour à l'environnement, à la nature, en plantant. Et on va développer les solutions tout à l'heure. C'est ce qui peut faire que nous pouvons avoir objectif développement durable et protection de l'environnement. Monsieur Demé, où se situent aujourd'hui les responsabilités? C'est très difficile à dire, parce que nous sommes sur une mouvance. Depuis la révolution industrielle, les locomotives marchaient à base de bois, de charbon et de houille. Justement, quand les progrès scientifiques ont atteint un seuil, aujourd'hui, cette situation a disparu au niveau des pays, en tout cas, qu'on dit industrialisés ou développés. Dans les pays africains, la situation demeure, la pauvreté étant ce qu'elle est, au niveau des villages, au niveau même des villes, on continue à utiliser toujours le charbon de bois ou le bois de feu. Le bois d'œuvre est aussi exploité, le bois d'œuvre est exploité et le bois de service également. À ce rythme-là, si vous faites une petite comparaison entre l'explosion démographique et le capital forestier, en tout cas, qui existe, vous allez voir que si chacun prélève sa part, l'empreinte écologique va être très grande. C'est ça que je suis en train d'essayer d'expliquer. Non pas que parce que simplement le développement ne fait jamais espérer d'abord au départ pour détruire l'environnement, on n'avait pas compris. C'est petit à petit maintenant que les gens sont en train de se rendre compte qu'il y a des méthodes alternatives, il y a des solutions qu'il faut développer pour éviter
le déclin. D'accord. Mais quand vous dites qu'il est aujourd'hui difficile de situer les responsabilités, est-ce que cela veut dire que l'État est en train de perdre le contrôle de la situation? Il y a longtemps, l'État a perdu le contrôle de la situation. Je le dis haut et fort. Tout simplement, pourquoi l'État a édicté toutes les règles possibles de gestion. On a créé des marchés ruraux de bois ici. Et la technique est très simple. On fait un système de rotation. Et alors, vous allez vendre ce dont vous avez besoin, vous allez planter à l'État. Il a dit, les études d'impact environnemental visent à trouver les mesures compensatoires. Mesures compensatoires, vous coupez 1000 arbres, vous plantez 1000 arbres en état, avec la même espèce. Mais les espèces protégées sont connues. Les feux de brousse précoces ou tardifs sont réglementés. Dans beaucoup de domaines, la réglementation existe. Mais est-ce que maintenant, du point de vue civisme ou du point de vue, je ne sais pas moi, application des textes, est-ce que les choses se font de façon irrégulière? C'est de ça que je veux dire. C'est pourquoi j'ai dit que l'État a perdu il y a longtemps le contrôle. Parce que vous ne pourrez pas dire aux fonctionnaires de chiffres, même si on prend un forestier, un arbre, les gens vont couper. Les forestiers même estiment qu'ils n'ont pas l'effectif suffisant. Qu'au Mali, pour tout le Mali, il n'y a pas 800 agents des eaux et forêts au niveau de la direction nationale. Justement, parce que le recrutement ne se fait plus dans le sens qu'on voulait. Et ces 103 communes d'antan, maintenant les communes sont en train d'agrandir, il va falloir trouver des alternatives. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je parle tout le temps d'alternatives. Puisque quand on va atteindre le transfert de compétences et des ressources liées aux collectivités, peut-être ce sera une solution. Peut-être on va développer maintenant une commune qui sait qu'il n'a pas assez de ressources, donc pas assez de massifs forestiers, pas assez d'air protégé, pas assez de bois et d'énergie, va devoir trouver des solutions. Gaz butane, par exemple, biogaz, et développer. Tant que l'être humain n'est pas confronté à certaines difficultés, donc, il faut qu'on aille vers la catastrophe pour trouver la solution. Je ne t'ai jamais dit qu'on partait vers la catastrophe. Mais on n'est pas bien, on est mal en point. Mais je pense que si on arrive à adopter ces techniques simples, on peut s'en sortir. Où va-t-on si l'État a perdu le contrôle, comme le reconnaît l'Agence de l'environnement et du développement durable? Si l'État perd le contrôle, c'est le chaos. L'État doit reprendre, comment s'appelle, ses responsabilités. L'autorité de l'État doit être là. Et il faut que cela revienne et que les politiques mises en œuvre, les politiques élaborées, soient effectivement mises en œuvre. Et les hommes qui doivent contribuer à la mise en œuvre doivent être mis dans des conditions idoines, des bonnes conditions, afin de pouvoir répondre, comment s'appelle, à ces devoirs-là. L'État en faillite, c'est extrêmement grave. L'État en faillite, c'est extrêmement grave. Parce que nous croyons en l'État. Nous croyons en l'autorité de l'État. Et c'est l'État qui doit pouvoir prendre, qui doit diriger, qui doit conduire les politiques et prendre les dispositions et les sanctions qui s'imposent en cas de faillite. Mais cela dit, c'est nous qui constituons aussi l'État. Je crois que les citoyens sont aussi en faillite. Parce que c'est là où je dirais que la responsabilité, elle peut être collective comme individuelle. Et il est important que nous, citoyens, nous sachions que l'environnement, c'est notre cadre de vie. Et que tout ce qui peut être maladie qui nous attaque, qui nous atteigne, viennent, comment ça s'appelle, de cet environnement. Donc, nous avons le devoir de changer de comportement en vue, non seulement pas pour quelqu'un d'autre, mais d'abord pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes d'abord. Et ensuite faire en sorte autour de nous, que les gens prennent conscience de cet état de fait et qu'on sache qu'un changement de comportement est nécessaire dans cette situation. Vous savez, le réseau Climat Mali, en 2013, à l'avènement d'Ibrahim Boubacar Keïta, avait mis en place un programme qu'on a appelé le pacte environnemental. Et le pacte environnemental, nous l'avons soumis à la signature de 23 candidats sur les 27. L'actuel président
a signé ce pacte environnemental. L'ancien Premier ministre Moussa Mara a signé ce pacte environnemental. Tous les responsables politiques que vous connaissez et qui sont affichés aujourd'hui, ils ont signé ce pacte environnemental. Et dans ce pacte environnemental, composé de 10 articles, il y a un point qui porte sur le pollueur-payeur. Le pollueur-payeur, c'est tellement simple. Les richesses appartiennent à l'État. On ne peut permettre à quiconque de venir exploiter ces ressources-là sans déparavant. Donc tu détruis, tu construis. Non, pas détruire, mais il y a quand même des dispositions à prendre pour, comme tu le dis, au cas où il détruit, il faut qu'il sache comment ça peut y avoir des alternatives qui prennent place. Et ça, c'est pourquoi nous disons qu'il fallait peut-être une taxe, ce qu'on appelle une mise en place d'une taxe écologique, c'est-à-dire pour ceux qui exploitent les mines, il fallait, mettre le prix. C'est-à-dire, tant que le produit forestier n'est pas reconnu à sa juste valeur et qu'il soit analysé à la dimension, à la hauteur, de son utilité, de son prix normal, on ne peut pas nous en sortir. D'accord. Vous avez parlé de l'engagement du président de la République, d'un ancien Premier ministre. Monsieur Démé également a évoqué certains mécanismes et d'autres accords sur lesquels le Mali s'est engagé. Mais pourquoi donc le Mali s'engage-t-il si il sait qu'il n'a pas les moyens de faire face ou d'appliquer ces engagements-là, puisque c'est ce que Démé disait? Ça, il aurait pu avoir, un spécialiste des relations internationales. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme on dit, c'est une politique. Tous les États sont membres, sont partis, d'une convention. Se voir seul en retrait, c'est déjà, être marginalisé. Un problème. Être marginal. Savez-vous pourquoi, Dr Bagayoko? Non, on ne peut pas parler à la place des gouvernants, mais c'est tout simplement de l'irresponsabilité. Quand on sait qu'on ne peut pas appliquer, quand on ne peut pas, n'est-ce pas, garantir un engagement, ce n'est pas la peine de le prendre. C'est la même chose, c'est ce que je disais. Il y a eu tellement de plans stratégiques qu'on a énoncés depuis des années, mais qui ne sont pas, n'est-ce pas, mis en pratique. C'est la même chose. Par exemple, vous parliez tantôt, on va loin pour parler des traités internationaux ou par exemple des pactes ou de conventions ou les pactes qui ont été soumis par les réseaux Climat Mali par exemple. Mais regardons ce qu'il a dit, ça c'est extrêmement important. Nous devrons être conscients du fait que le fait de couper les arbres et toute forme de dégradation de notre habitat crée l'appauvrissement de la biodiversité. Et cela a des conséquences, bien entendu. La perturbation climatique, comme il a dit, les incendies, bien entendu, les inondations, les sécheresses, et même le réchauffement des océans. Chez nous, on peut dire l'assèchement du lit du fleuve Niger et d'autres rivières. Donc, ça a des conséquences très graves. Si nous ne sommes pas conscients de ces conséquences, ce n'est pas la population qui peut prendre conscience automatiquement parce que la population est victime. Nous avons des responsables, il a dit, au niveau communal. On a dit aussi au niveau national. Si nous ne prenons pas les taureaux par les cornes et dire que ça suffit, nous sommes déjà, il faut que nous nous disions que nous sommes déjà dans la catastrophe. Parce que si la catastrophe réelle survient, nous n'allons pas le savoir. Nous sommes déjà partis. Parce que, par exemple, comme on dit, si on vous tire un fusil, si vous entendez le bruit du fusil, ça veut dire que ça ne vous a pas touché. Comment voulez-vous que nous entendons le bruit du fusil si le fusil nous touche? Donc, il faut que nous fassions tout maintenant et tout de suite pour que les fusils ne puissent pas nous toucher. Donc, l'État a failli à sa responsabilité, que ce soit au niveau du recrutement des agents, et surtout, ce n'est pas seulement de recruter les agents, ça ne suffit pas. Il faut un contrôle. Quels qu'en soient les moyens, nous devrons mettre ces moyens dedans pour protéger notre environnement, pour protéger notre avenir. Parce que si nous voulons vraiment prendre soin de nos semblables, ça veut dire que nous devrons obligatoirement prendre soin de notre nature, de notre environnement. Un État qui veut protéger ses citoyens
doit faire tout que la première priorité, avant que ça ne vienne même de l'extérieur ou de certains réseaux. Aujourd'hui, on doit être conscient que la préservation et la protection de l'environnement, c'est la préservation de nous tous, c'est la préservation de nos semblables. Abdraman Deme, aujourd'hui, si l'État a perdu le contrôle, qui va trouver une solution à tous ces problèmes? Bon, soit dit en passant, déjà les conventions locales au niveau des collectivités, donc des communes, font tâche d'huile. C'est-à-dire, autrement dit, c'est les populations elles-mêmes qui s'organisent, qui mettent en place des brigades villageoises pour protéger les ressources forestières, les ressources fauniques, les ressources halieutiques de la communauté. Et puisque ça va venir, dès que le transfert serait effectif, personne ne peut donner maintenant un permis de coupe à n'importe quel transporteur ou je sais pas moi, grand commerçant pour aller couper du bois dans ton terroir. Vous avez vu beaucoup, il y a eu beaucoup de cas comme ça, Kita, les révoltes de Kita, moratoire de charbon. C'est-à-dire que l'État fait son mieux, mais comme on l'a dit, l'effectif ne suffit pas. Les moyens ne sont pas en adéquation avec les engagements. Et pourquoi? C'est pas trop, en tout cas, ce qui est sûr. Le crédit est clair, il n'y a que 2,5% du budget qui est affecté à l'environnement. Donc on prend des engagements, on vous demande, vous, d'appliquer. Même si vous savez que ce n'est pas... c'est difficile à appliquer. Non, nous faisons notre mieux. Notre engagement au niveau gouvernemental, ça dit que nous allons, à partir d'une convention, nous allons pouvoir élaborer des politiques, élaborer des stratégies. Je peux te citer 10 stratégies tout de suite qu'on a pu élaborer. Mais la mise en œuvre des politiques et des plans d'action, comme le disait Méga au début de notre conversation, cela n'incombe pas seulement à l'État, les ONG, l'État, la société civile, les citoyens lambda. Nous participons tous, nous devons tous participer à cette protection de l'environnement. Comme le dit la Constitution, la protection de l'environnement est un devoir pour tous. Et pour l'État également, je crois. Donc, en ce moment, c'est en commun. C'est-à-dire que c'est ensemble que nous allons gagner le combat. D'accord. Et je rappelle que cette année, la Journée mondiale de l'environnement intervient dans un contexte marqué par l'épidémie de coronavirus. Et ça veut dire que également, par rapport à la quinzaine de l'environnement, il n'y aura pas d'activité de rassemblement. Ah, justement, il n'y aura pas d'activité. Et c'est ça qui porte c'est ça aussi le paradoxe. Ou bien sinon, ce qui a été un peu intéressant à faire. Parce qu'il faut regarder dans chaque situation, même si c'est catastrophique, une opportunité. Le côté positif, c'est quoi? C'est que cette année, on voulait célébrer la biodiversité. C'est le thème, la biodiversité. Or, nous avons très bien que Madagascar avait dit que lui, il avait trouvé le remède du Covid-19 à partir de plantes. Donc, Covid organique. Voilà. Ça veut dire quelque part que si nous-mêmes nous organisons, si nous faisons des recherches en la matière, je n'ai pas dit que c'est probable, si nous faisons des recherches, qu'on pourrait trouver notre salut aussi à partir de la biodiversité. Pourquoi pas une dandienne, je ne sais pas trop. Ça dépend des recherches qu'on va. Et en ce moment, ça va aller. Mais sur le plan pratique, organisation, cette année, à cause du Covid-19, on ne pourrait pas organiser des cérémonies traditionnelles que nous connaissons. C'est pour éviter effectivement la propagation rapide de la maladie. Nous allons faire seulement des communications. Communiquer en radio, communiquer, télé, communiquer, et faire des débats de ce genre. Tout ça en français ou dans les langues locales? En français et dans les langues locales. Et nous... avec les radios de proximité, etc. Et je crois que cela vaut mieux que de nous retrouver ensemble avec une masse traditionnelle que nous connaissons et que nous participons nous-mêmes en tant qu'environnementalistes à la propagation de cette maladie. C'est pourquoi on a opté. Vous avez soulevé également la responsabilité de la population et très souvent au Mali, on voit des manifestations qui s'organisent et après les manifestations, des déchets notamment plastiques qui sont éparpillés de part et d'autre. Est-ce que les manifestants désormais et aussi les autorités qui autorisent ces manifestations doivent prendre des mesures pour que après ces manifestations, qu'il y ait au moins des ramassages de déchets?
Et avant d'en venir à cette question, je voudrais compléter quelque chose par rapport au contexte de la non-tenue de la quinzaine dans ce contexte de Covid-19. Cette non-tenue de la quinzaine de l'environnement nous permet de tirer deux avantages. Le premier avantage, bénéfice, c'est que ça nous permettra de respecter les conditions, les mesures barrières édictées par l'État en vue d'empêcher la provocation de cette maladie qui est en réalité vraie et à laquelle on doit vraiment faire attention. Donc ça nous permet de faire attention et de respecter ces consignes. Deuxièmement, ça doit attirer notre attention sur le fait que nous avons l'obligation de travailler dans un contexte de restauration et de reconstitution de la biodiversité. Parce qu'en réalité, les maladies telles que la Covid-19, Ebola, il a parlé des zoonoses à un moment. Toutes ces maladies émergentes qui attaquent l'homme nous proviennent des animaux. Et ces animaux-là vivent dans un contexte d'écosystème, de biodiversité. C'est là où, quand l'environnement est maltraité, quand les éléments écosystémiques sont détruits, quand la biodiversité est détruite, naturellement, cela permet l'installation des éléments pathogènes. Et cela facilite, les maladies. Donc cela nous incite davantage à faire attention à notre environnement et de prendre des comportements idoines qui nous permettent de préserver, de restaurer ce manifestation. C'est par rapport à la manifestation. Ça, il y a deux aspects. Je crois que l'autorité de l'État, dans un premier temps, doit obliger ces manifestants à revenir sur leurs traces afin de ramasser tous les détritus, les saletés qu'ils ont dit, Mais ce qui m'importe dans ce cas beaucoup plus, c'est une question de leçon. Ces gens qui se lèvent pour marcher, ils sont conscients, ils sont des honnêtes hommes, ce sont des bons citoyens d'après eux. Ils se lèvent parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils veulent montrer aux gens les bonnes leçons. Ils veulent apprendre aux gens les bonnes leçons. Si vous voulez apprendre aux gens des bonnes leçons, de bonnes conduites, il est important que vous-même vous soyez un exemple. Donc je crois, de leur propre chef, après la marche, ils auraient quand même repassé sur leurs traces en vue de dégager, l'environnement de tout ce qu'ils ont apporté comme élément de pollution, qui sont en mesure de favoriser cette histoire de... Peut-être pas Covid, je ne sais pas. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des infectés parmi eux? Ils auront touché, du matériel, des outils. Jetés dans la rue, les enfants. Ils sont là, ils s'amusent partout. Donc, je crois que de leur propre chef, en tant que donneur de leçons, il est important qu'ils sachent qu'ils sont des citoyens. S'ils transgressent l'environnement, il est important qu'ils reviennent pour trouver l'alternative. Certains remettent en cause rapidement également la gestion des déchets sanitaires à travers le coronavirus, notamment les masques, les gants qui sont souvent même jetés dans la rue. Oui, ça va dans les mêmes sens. Comme il disait, il faut remercier Sidio Tamani quand même. Sidio Tamani ne s'est pas substitué, n'est-ce pas, au ministère pour la sensibilisation, mais ce que Sidio Tamani fait maintenant, c'est excellent. Donc il faut profiter de ces plateaux pour lancer un appel, que ce soit les manifestants ou n'importe qui, que ce soit individuellement ou collectivement, que nous sachions que chaque fois, que ce soit une manifestation de 50 personnes, 1000 personnes et plus, de la même façon que nous avons au niveau des marches, que ce soit marche syndicale ou je ne sais pas, politique, que nous avons nos propres systèmes de sécurité qui nous accompagnent. Donc nous pouvons avoir notre propre système d'assainissement avec des sacs. Chaque fois quand on jette les bouteilles ou autre chose, on les ramasse. Donc de la même façon, chacun d'entre nous, chaque fois quand nous jetons nos gants ou nos masques, nous devons faire très attention pour les mettre dans les poubelles pour que personne par exemple. Et le temps nous fait défaut. Merci vraiment à tous nos invités. Dr Sidi Lamine Bagayogo, spécialiste des questions environnementales. Mahamadou Maïga du réseau Climat Mali, société civile. Abdourahmane Démé de l'Agence de l'environnement et du développement durable. À la régie vidéo et audio, Peting Diara et Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à tous.
Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.